Chaîne internationale Ride Me High, DJ Kale, un artiste qui plaît assez bien à notre invité, Jelel Bramvan. Bonsoir, si Jelel. Bonsoir, Simon. Bienvenue. Pour le cadeau. Voilà, apparemment vous appréciez. De toute façon, c'est un grand guitariste très intéressant. On l'a écouté dans un de ses titres qui s'appelle Ride Me High. Alors, c'est le moment d'Ecosphère, le magazine économique. L'économie ne chôme pas en été, contrairement à d'autres secteurs, n'est-ce pas, si j'ai Dieu merci. Dieu merci, effectivement. Et en fait, en Tunisie, nous parlons de plus en plus de fractures financières. Dans un pays où seuls 36% des adultes disposent d'un compte bancaire et où l'accès au financement devient une chimère. N'est-il pas temps de penser à d'autres solutions, notamment pour nos régions? C'est ainsi que nous commençons à nous intéresser à la finance alternative, et nous avons d'ailleurs déjà parlé dans une émission précédente de crowdfunding. Aujourd'hui, on revient à la charge avec notre invité, Jelel Bramvan, qui est spécialiste de la finance alternative et qui va nous parler des fonds d'investissement à impact communautaire où l'argent travaille pour l'intérêt collectif. Alors, si Jelel, dans un article que vous venez de publier, je cite, vous dites « Quand la finance tourne le dos au territoire, il faut inviter d'autres chemins. » Mais quels sont ces autres chemins? Les FIC, entre autres. On a parlé de dématérialiser l'autre fois. Le crowdfunding, en fait, c'est sur le web. Oui. Ça se passe sur le web, tout à fait. Là, pour ne pas rester dans le... Pour changer, quoi. Il faut se remet sur le terrain. Les FIC, en fait, c'est comme vous l'avez dit, c'est une catégorie de fonds qui existe et qui a fait ses preuves. Ça, je tiens toujours à souligner que c'est oui, mais sinon, à quoi sert-il d'en parler, effectivement? Qui a fait ses preuves sur plusieurs terrains, on va dire ça, mais qui a cette particularité d'être fonds et pas fonds, donc d'être beaucoup moins orienté... Un peu hybride. Très hybride, orienté résultat quand même, mais, avec un grand mais, une gouvernance très spéciale qui rassemble toutes les parties prenantes, tous les acteurs d'une région donnée ou d'une localité donnée, d'ailleurs de temps en temps c'est très très local, et qui prend en charge des entreprises qui ne sont pas forcément visibles par le secteur bancaire, mais qui ont un impact... Que le secteur bancaire ne veut peut-être pas voir, hein, si Jelel, non? Je pense pas qu'il... Il faut être clair. Le secteur bancaire a des contraintes. Ces contraintes réglementaires n'est pas éligible à un financement bancaire qui veut. C'est ce qu'il faut comprendre. Hein. Oui, c'est important. Faisons preuve de pédagogie, si Jelel, parce que moi, quand j'entends des députés essayer de pondre une loi ou de proposer une loi qui oblige les banques à ne pas exiger de garantie, moi, je trouve qu'ils doivent quand même... Il y a une réglementation internationale, il y a des normes internationales, et il ne faut pas... il faut peut-être essayer d'eux, mais il ne faut pas travestir les choses. Une banque est une institution financière qui est réglementée par des normes nationales et internationales, exactement. Sans lesquelles elle ne peut pas jouer son rôle de banque, elle ne peut plus servir de relais ou d'intermédiaire, etc. Et sa mission, c'est de faire de l'argent. C'est clair et net, oui. Ce n'est pas... venant de quelqu'un comme moi, je pense qu'on ne va pas me taxer d'être partisan. Sa mission, c'est de faire des bénéfices. Oui. C'est un peu pondéré par BAL 3, par la pression, de la pression, je dis bien un peu pondéré, mais il n'empêche que sa principale mission reste, la seule et unique mission c'est de faire des bénéfices. De faire des bénéfices et surtout de gérer le risque, si j'allais.
Oui. C'est ça, en fait. C'est de gérer le risque, puisque, en fait, elle fait travailler l'argent des autres. Une banque, c'est un intermédiaire. Elle collecte de l'épargne, elle prête, elle prélève une marge, elle couvre ses risques, elle fait un bénéfice. Schématiquement, bon, mais c'est le true story, c'est vraiment c'est la véritable histoire. Et il ne faut pas se méprendre sur le rôle des banques. C'est ça ce qu'on souhaiterait expliquer. C'est un acteur, et c'est l'acteur, parce que c'est une industrie qui est là depuis assez longtemps. Hein. Oui, 10 siècles facilement. Les premières banques sont apparues vers les années 1200, oui. Donc nous sommes en 2020. Historiquement, c'est ça. Elles ont toujours eu un rôle. Il y a toujours eu des instruments à côté, qui soient sociaux oui. Elle n'a jamais été seule sur le terrain. Donc, il vaut mieux raisonner en complémentarité dans une chaîne de valeur qu'en termes d'antagonisme ou d'adversité. Qui est inutile parce que les finalités ne sont pas les mêmes. C'est ce qu'il faut comprendre, je pense. Je pense, oui. Oui, pour vraiment bien apprécier ce qu'offrent ces financements alternatifs. Exactement. Alors, là, vous allez nous montrer un peu, si j'ai l'aile, en quoi ce fonds est différent d'un fonds classique. Alors, déjà, essayons d'expliquer ce qu'est un fonds classique. Un fonds classique, entre guillemets, c'est un véhicule, un instrument qui sert à collecter de l'épargne institutionnelle principalement, et qui les réinvestit dans des entreprises. Donc mais en capital. C'est ça. On n'a pas en dette. Même quand c'est de la dette, c'est une dette hybride aussi. Oui. Il y a c'est des quasi-fonds propres, donc c'est une dette hybride. Il y a plusieurs. On ne va pas rentrer dans le détail, sinon. Donc elle investit dans le capital d'une entreprise, et le fonds aussi a cet objectif de revendre cette participation, donc un objectif de sortie. De sortie, ce qu'on appelle, oui. Oui, de sortie. Au bout d'un certain temps, ça peut être 7 ans, 8 ans, 10 ans. Généralement, dans l'industrie, c'est entre 6 et 8 ans. Peut-être que dans des startups par croissance très rapide, le délai est moindre. Oui. Ça peut faire 18, 24 mois, facilement. Ah bon, quand même. Oui. Parce que si c'est un tour de table assez avancé dans la vie d'une start-up, généralement, il aide la start-up à rentrer en bourse. Ah oui, c'est vrai. Et donc, le fonds sort en bourse, en définitive. Et donc, l'objectif aussi est de faire une plus-value à la sortie. Ah, c'est ça. De gagner de l'argent. Et de gagner de l'argent en tant que structure fonds pour pouvoir survivre et continuer son activité, etc., oui. Et faire gagner de l'argent aux actionnaires, les gens qui ont mis le capital dans le fonds. Le fonds a un pacte, donc les fonds d'investissement ont un pacte communautaire, ont une exigence moindre en termes de rendement. Mais une exigence... Ils ne sont pas très gourmands, disons. Moindre. C'est ça. À déterminer. Oui. Mais ils ont une exigence nettement supérieure en termes de ESG. Donc, ESG, alors on explique un peu. C'est des critères environnementaux, sociaux et de la gouvernance. Les trois sont importants dans les FIC. L'environnemental, parce que les FIC sont destinés, comme je vous ai dit, à des projets qui ont une utilité locale. Oui. Ça veut dire qu'un FIC peut financer un projet à vocation environnementale dont la rentabilité est plus... Est-ce qu'on pourrait prendre des exemples, si j'ai par exemple, nous allons muter vers une agriculture biologique. Oui. Nous avons besoin d'une entreprise qui va couvrir une région dont les agriculteurs et les habitants ont décidé de passer au biologique sur une culture donnée, par exemple. Donc, il y a besoin d'expertise. Il y a besoin d'investissement pour décontaminer le sol, pour changer les cultures, pour s'adapter aux nouvelles cultures, etc. Et il y a besoin d'investissement pour tenir aussi cette période de transition. Mais après, peut-être que l'agriculture biologique donnera un bien-être social déjà et sociétal. Donc c'est le volet S. Oui. Deuxième volet, disons.
Et comme c'est tous les agriculteurs et toutes les parties prenantes qui vont à la fois investir et bénéficier du fonds, donc y compris la diaspora par exemple, les cousins, cousines ou les frères et sœurs qui sont établis à l'étranger, mais qui voudraient bien voir une région où il y a de l'agriculture biologique, où la qualité de vie s'améliore, etc., etc. Donc, et il y en a de plus en plus, je crois, si j'ai le nom. C'est une demande planétaire, on va l'appeler les choses comme ça. Donc, tout ce monde-là va investir, y compris la municipalité ou les fonds de l'État, etc. Donc, ils ont un droit de regard aussi sur leurs investissements. Et en définitive, la gouvernance va être cette gouvernance hybride qu'on n'arrive pas à trouver, où il y a le public et le privé, où il y a le sociétal et l'intérêt financier, etc. Beaucoup de gens ont réussi. Donc, à la fin, on va avoir une entreprise qui a été créée avec un objectif très, très précis, dont la rentabilité n'est pas celle que pourrait avoir une concurrente, par exemple, mais dont l'impact est beaucoup plus affirmé, disons les choses comme ça, qui a quand même une rentabilité parce qu'on va payer ses prestations, on va la payer, etc., etc., qui offre un impact. Et à la sortie, tout le monde trouvera son compte aussi bien financièrement qu'en qualité de vie. Donc au lieu d'avoir 10% de rendement, ils auront peut-être 6, 5. Mais en qualité de vie, ils auront d'autres paramètres. Au lieu de faire une sortie à plus 20 ou 30% de plus-value, ils la feront peut-être à plus 15, plus 18, mais c'est une entreprise qui aura capitalisé un vécu, qui pourra dupliquer ce modèle sur d'autres régions, par exemple. Oui. En termes d'investissement, l'investissement est un investissement, donc il y aura ça. Exemple assez symptomatique, moi je trouve ça un peu... et qui nous parle beaucoup. On a ça dans l'agriculture, on a ça dans la pêche aujourd'hui, on a ça dans beaucoup de besoins. C'est-à-dire en termes de culture du peuple, on l'a déjà dans les veines un peu. Hein. Oui, parce que quand on voit le problème qu'on a avec la finance, c'est qu'on n'en voit pas les résultats. Oui. On touche l'argent, mais on ne voit pas le résultat. Quand on peut toucher de l'argent, bien sûr. Oui. Mais là, c'est je donne pour moi, dans mon contexte, dans mon bassin, pour me créer de l'impact qui va retentir ou rejaillir sur ma qualité de vie. Voilà, non, si je résume bien, tout cela doit partir d'une communauté, d'une région. Et d'une communauté d'intérêt aussi. Oui. Il faut qu'on soit d'accord que c'est ce qu'il nous faut, etc., etc. Et alors, peut-être que nous sommes là dans un modèle de gouvernance partagée, si on peut se le permettre. Exactement. Et c'est la spécificité de ces fonds, c'est qu'ils ne diffèrent pas techniquement en termes de montage en termes de montage, ils ne diffèrent pas des autres fonds. C'est la gouvernance. C'est un peu la même chose. C'est exactement la même chose. Mais ce qui diffère, c'est peut-être la gouvernance. C'est la gouvernance. Alors, en quoi elle diffère, si parce qu'elle doit quelque part impliquer toutes les parties prenantes. Tout un chacun doit contribuer. On reprend notre cas. Ça peut être une oasis du sud tunisien. Par exemple. Je vais tricher parce que je suis originaire du sud. Du sud, oui, mais très belle région en tout cas, oui. Je suis de Moutouia, qui est une oasis fantastique. Et comment? Donc, pour préserver l'oasis, il y a des parties prenantes. Il y a la municipalité, il y a la délégation, il y a l'agriculture, il y a la diaspora. Nous avons une diaspora importante. Oui. Il y a les habitants, etc. Donc, tous ces gens-là sont des parties prenantes dans une société dont l'objectif serait de trouver un nouveau schéma hydrique, par exemple, parce que nous avons un grand problème d'eau. Hein. Grand problème d'eau. Et si on ne le résout pas, je pense que dans une vingtaine d'années, il y aura de moins en moins d'oasis. Je ne sais pas qui avait dit, je crois que c'était Jean-Claude Van Damme, mais il avait dit... buvez de l'eau, il n'y en aura peut-être pas dans 20 ou 30 ans. Je crois qu'il ne il y a dans certaines régions le problème a une acuité. Et
devrait être mis très sérieusement sur la table. Je crois qu'on devrait en parler davantage, si Jalel, et vraiment stresser sur cet aspect, qu'on n'est pas en train, particulièrement dans les grandes villes, quand je vois, moi, l'utilisation l'arrosage des jardins, l'année dernière, on a vécu un été même quand on fait un bain, même quand on fait un bain, on n'a pas... vécu un été pas très drôle l'année dernière, j'espère qu'il ne se reproduira pas. Oui, d'autant plus que même, c'est attesté par les chiffres, on est en dessous du stress hydrique, c'est, je crois, 430 mètres cubes. On est le 10e pays en termes de stress hydrique, si mes souvenirs sont bons, à vérifier. Hein. Oui. Donc, on reprend notre exemple. Si on veut engager une étude et un schéma à très long terme, ça va aboutir sur des actions de peut-être une nouvelle génération d'entreprises, etc., etc. Donc cette phase d'étude, en définitive, c'est une phase qui est budgétivore, qui ne rapporte pas d'argent. Oui. Donc elle doit être... Il y a des dépenses, mais il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est un investissement d'infrastructure à long terme. Donc il doit être soutenu par les parties dont le rôle est... dont c'est la mission. Municipalité, ministère de l'équipement, de l'agriculture, etc. Sur des lignes de budget, etc. Après, on va passer à une phase d'exécution. Il restera toujours des travaux d'infrastructure à faire, mais il restera des entreprises à créer. Oui. Et notre fonds interviendra en étant acteur dans cette phase d'étude, parce qu'il va guider. C'est ça l'importance de la gouvernance commune. Et il va orienter vers la création d'entreprises, quel que soit leur type, mais qui ont un impact local. Par exemple, si on arrive à... Je reprends nous ne connaissons pas l'écosystème oasien en Tunisie d'une façon générale. Je fais une entreprise où du tourisme alternatif. Je fais une maison d'hôte, un gîte rural. Un gîte rural, une table d'hôte, de la promenade sur l'oasis, mais par exemple dans le cas de Moutoué, la mer est à 10 minutes, à 15 minutes à pied derrière. Donc baignade, canoë, kayak, il y a de quoi meubler 3, 4 jours, 5 jours, un séjour. Oui. Vous avez une entreprise qui s'occupe de la mer et qui fait du tourisme. Vous avez des gens qui font du VTT, du trekking, etc. Vous avez des possibilités d'eau thermale, ça occupe une station thermale. Et tout ça doit être dynamisé, du logement, du gîte, de la restauration. Et ça fait ça fait tourner toute une économie. Donc le petit guide, l'artisan. Mine de rien. C'est vraiment pas une utopie. Et, loin de là, non. Les expériences que je n'ai pas vécues, mais qu'on documente, sont très très impactantes à des horizons que n'ont pas le financier classique. Le financier classique, c'est 5, 6 ans, 8 ans, 2 ans, 3 ans, etc. Oui. Mais au-delà de ce terme-là, une fois que l'infrastructure commence à donner son rendement, ça a beaucoup d'impact. Beaucoup d'impact sociétal, oui, mais économique aussi. Et ça crée une dynamique. Mais c'est les parties prenantes qui l'orientent. Mm-hmm. Et c'est ça c'est ça le jeu, disons. Ouais, exactement, c'est ce qui serait le plus difficile pour nous, compatibiliser des cultures. Oui, déjà qui sont assez différentes. Il faut les compatibiliser, les mettre autour d'objectifs et qu'on trouve les meilleurs véhicules de communication pour faire avancer les choses. Et c'est vraiment la chose la plus difficile dans l'histoire. Mais l'impact, je pense que vous voyez, à travers un petit exemple, ça peut marcher. Il y a du très petit métier. Vous préservez un écosystème et une société, un tissu sociétal. Vous donnez de l'emploi. Parce que ça peut déboucher sur un ingénieur qui reste chez lui. Oui, il n'a pas besoin d'émigrer. Voilà, il a sa connexion. Il retrouve ses origines. Il est dans une culture, il est dans une qualité de vie qu'il ne pourra pas posséder ailleurs. Absolument, absolument.
Et alors, si on jetait un regard côté benchmarking à l'international, par exemple, comment ça se passe? Il y a des pays où la culture du pays facilite les choses. Les pays qui sont très décentralisés, oui. Vous avez une région déjà qui est très proche du territoire. Peut-être que la commune elle-même est dotée financièrement et a son plan et une certaine autonomie. Donc ça, c'est beaucoup plus facile que des pays où c'est pas centralisé, un peu hiérarchisé aussi, oui. Où la décision est un peu centrale. Mais dans beaucoup de pays et en Amérique du Sud comme en Europe, hein. Oui. Voilà, c'est quand même des contrastes. Ça se passe très très bien. En Asie aussi, parce que il y a beaucoup de villes-États en définitive en Asie. Et compte tenu d'ailleurs déjà de la population, je pense. Les grands pays, je ne connais pas d'expérience dans les grands pays, donc l'Inde et la Chine, mais dans des pays où il y a des dynamiques très locales, très puissantes qui veulent pousser des régions. Oui, est-ce qu'on peut donner des exemples? Quel type de pays, par exemple? En Amérique du Sud, où il y a le Chili, c'est des pays auxquels on ne penserait pas a priori. Le Chili n'est pas... Il y a des choses comme ça dans certaines régions du Brésil, par exemple. Certaines régions. Certaines régions du Brésil, il y a dans des pays scandinaves. Là, ça ne me surprendrait pas. Et il y a dans des pays centralisés comme en France, voilà, ouais, ça existe. Ça existe aussi. Ça existe parce que il y a quand même un minimum de décentralisation et ça peut la faire. Oui, c'est géré en département. De toute façon, on parle de département en France. Oui, bon, il y a la région, il y a la sous-préfecture, il y a la commune de commune, il y a des trucs comme ça. Ça fait qu'on peut... il y a une autonomie budgétaire aussi. Donc on peut prendre... Très importante. On peut prendre un projet, investir sur l'infrastructure, les études, etc. et implanter le tissu économique qui va avec après. Et c'est ça le plus important, c'est cette synchronisation publique-privée. Qui devrait se faire en amont avec le public. Qui dès la naissance du fonds. Parce que le fonds a une vocation très très claire. Oui. Donc on va pas, il est né pour promouvoir le tourisme oasien sur les oasis par exemple, les 3-4 oasis côtières qu'on a en Tunisie. C'est une région, et c'est pour faire, ou bien ça peut être valable pour autre chose, mais ça peut faire comme ça, par exemple. C'est clair, la vocation est claire, il est là pour faire que les oasis restent d'abord, et ensuite donner un autre souffle au tissu économique socio-économique des oasis, en passant par des choses peut-être qui ne seraient pas bancables. Le petit métier d'artisan, voilà, le petit agriculteur n'est pas bancable et ne sera jamais bancable. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça c'est clair, oui. Donc il faut trouver le relais. Ben, le relais, il est là, si j'allais le Bramdan. Mais ma question suivante est pour ce type de financement, qui met l'argent en fin de compte? Quelles sont les personnes ou les institutions qui vont alimenter ce fonds? Comme il y a de la rentabilité en définitive. Oui, on a dit que c'est la rentabilité, mais bon, qui est moindre que la finance classique, mais elle est là. C'est des arbitrages personnels. Voilà. C'est des choix. Voilà, là où on privilégie certains paramètres au lieu d'autres. Je mets moins, mais au moins j'aurais contribué à faire quelque chose. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'argent, in fine, il n'y a pas que le. Mais il y a les institutions financières. Toutes les institutions, parce que ces fonds-là, en définitive, on va ouvrir peut-être une petite parenthèse technique, sont assis sur un reporting ESG, encore une fois. Il y a des normes internationales, il y a des standards très précises, très rigoureuses. Donc ces fonds-là sont assis sur un reporting une structure de reporting très
rigoureuse, assez normalisée. Voilà, et très prolifique aussi. Il y a du reporting. Il y a plein d'informations. Etc. Donc il y a des fonds, il y a les banques, il y a les grandes banques, à travers leurs fonds d'investissement. Il y a des fonds d'investissement impact qui sont à la recherche de choses comme ça. Il y a des institutions financières, multilatérales ou même nationales, etc. Même une banque peut investir dans ça parce qu'après tout, c'est beaucoup plus sécurisé, entre guillemets, qu'un autre type d'investissement. Il y a le particulier, son épargne, comme on vient de parler, et faut de tout pour faire un monde. Donc il y a plusieurs acteurs, mais à l'échelle internationale, vous verrez que dans beaucoup de banques, de grandes institutions internationales investissent beaucoup dans les fonds impact et dans les FIC. Et c'est honnêtement... Alors c'est une tendance ou c'est un choix très très lourde, la tendance très lourde. Mais tant mieux. Parce que les problématiques, beaucoup d'économistes se disent que les recettes standardisées entre guillemets ne marchent plus. Il vaut mieux avoir de la proximité et un traitement réfléchi mais structuré, donc sur le temps de la proximité, que de dire voilà. Et surtout adapté à la situation, au territoire. Voilà. Partant du territoire et de sa réalité, fait par les gens du territoire, mais encadré par. Oui, plutôt. Ça c'est une bonne définition. Ça c'est la nuance qui est très importante. Donc c'est une tendance très très lourde parce qu'il y a plusieurs problématiques. Il y a des problématiques de désertification, il y a des problématiques de fonte de neige, il y a des problématiques de raréfaction de la faune et la flore aussi. On en souffre un peu chez Tunis, mais dans des pays, il y a des régions où il n'y a plus rien, c'est tout. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de... Mais on risque d'avoir le même sort si on ne fait pas très attention à tout ce qui est environnement. Je pense. On en parlait tout à l'heure avec notre invité, notre ami et collègue Habib Ben Salha. Et là, oui, je crois qu'il faudrait prendre plus il faut prendre le responsabilité. Temps de se dire, dans 10 ans, nous aussi, on sera là, normalement. Oui. Et mais voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on va laisser aussi pour les générations futures? Je crois que c'est... Aussi. Et puis on a 1800 km de côte, on a de la montagne, on a de la forêt, on a de enfin 1200, une biodiversité assez... On a un site qui est assez unique dans son genre, même si nous sommes un petit pays. Mais par sa beauté, je crois qu'on est... C'est un très beau pays. C'est un très beau pays, je pense que nous avons tous besoin d'améliorer notre qualité de vie quelque part. Oui. Alors pourquoi cela est encore assez timide en Tunisie, si Jalel? Je pense que... Il y a peut-être une connaissance un peu... L'instrument, je pense qu'on ne le connaît pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc il y a une question de... Et il y a cette fameuse... public-privé, comment faire le phasing, qui commence par quoi, comment, etc. Et je pense qu'en étant ce qu'on est en tant que Tunisien, on peut s'asseoir autour d'une table, discuter, et que je pense également, on peut entrevoir de la lumière au bout du tunnel. Il est vraiment temps que cette question de public-privé soit vraiment et puis aussi, banque, il ne faut pas trop mettre sur la banque, il y a des choses qu'elle ne pourra jamais faire. C'est clair. Budget de l'État, il ne faut pas trop compter sur le budget de l'État aussi. On en parlait tout à l'heure, effectivement, l'État ne peut pas tout faire, et puis l'État, il vit... des impôts que nous payons tous on doit travailler, créer de la valeur pour en payer aussi. Pour en payer aussi et pour puis augmenter un peu les recettes. On a cet avantage en Tunisie d'avoir quand même un bon réservoir de compétences. Et ça serait dommage qu'on ne puisse pas mettre
des compétences autour d'une table et discuter sereinement d'un sujet qui nous importe tous, en définitive, tous autant que nous sommes en tant que citoyens, et trouver le moyen, une région, identifier une région, un use case, comme on dirait. Et voilà, c'est ça. L'anglicisme. Une sorte de région pilote. De laboratoire. Et là, pour décupler cette expérience. Avec les retours d'expérience, on pourra sereinement décupler. C'est le genre de travail qui se fait beaucoup en silence, d'ailleurs. Très bien. Alors, peut-être en conclusion... vous diriez, si Jalel, que ce n'est nullement une utopie, hein, ce FIC. Du tout. Le point fort, on a deux grands avantages dans cette... Nous avons les compétences et nous avons le cadre législatif pour. Oui. Il reste à trouver la gouvernance. C'est ce qui manque. C'est un travail aussi. Il faudra le commencer un jour sur une région donnée. Oui. Et dire que ça peut se faire. Donc on va pas modifier notre équilibre législatif. Nous avons des compétences dans tous les domaines, tout ce qu'il faut. Il faut que ces gens-là soient mis à contribution, en fait, tout, d'une manière ou d'une autre, et qu'on arrive à trouver un équilibre. Et ça ne sera pas la première fois en Tunisie, de toutes les façons, mais peut-être que sur ce petit instrument, on pourra faire donner valeur d'exemple quelque part sur une région. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite, Sijalel Bramdan. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes spécialiste en finances alternatives et que nous avons parlé du fonds d'investissement à impact communautaire. Sinon, je sais que tu aimes la musique, et alors je vais te faire écouter un groupe tunisien qui a existé dans les années 80 et qui a été la fusion de deux groupes, les Dalton, et à leur tête c'est notre ami guitariste Fawzi Chkili, et les Marhaba Band, qui étaient du côté de Sousse avec si Kamel Sellem, que Dieu lui prête vie. Et voilà, on va les écouter dans un morceau qui s'appelle Alesh, Carthago Alesh. 120 minutes.